Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Je vous retrouve ce soir pour aborder le très joli thème des classes préparatoires cette année aux grandes écoles de commerce. Ce thème est magnifique, c'est l'image, et je l'aborderai aujourd'hui en travaillant sur la thématique du culte des images, thématique que j'ai décidé d'aborder par une pratique très ancienne, d'origine latine, et qui consistait dans ce qu'ils appellent le culte des images des ancêtres, des portraits d'ancêtres. En latin, imagines maiorum, littéralement les images des vieux, des vieilles personnes, des plus anciens. Si l'on actualisait un petit peu le propos, on pourrait se demander par exemple pourquoi chez soi, on met au mur, ça arrive, des photos de nos ancêtres, de nos parents, nos grands-parents, et des aïeux qui ont pu être portraitisés par ce biais moderne de la photographie, et lorsqu'on n'a pas ces photographies, de vieux portraits. Portraits et photographies qui ont un point en commun, et non des moindres, ils représentent des personnes mortes. On pourrait se demander quel goût morbide nous pousse à mettre dans notre salon les figures de ces individus qui ne sont plus. Est-ce seulement l'usage d'une image qui aurait une vertu mémorielle qui nous permettrait de ne pas oublier les traits de ces individus? Ou est-ce qu'il y a derrière ce rapport à l'image du mort quelque chose de plus complexe qui consisterait dans la fabrication de sa propre individualité? Commençons d'abord par aborder ce culte particulier, ce culte domestique qui, chez les Romains, consistait dans le culte des images des ancêtres, les imagines, I-M-A-G-I-N-E-S, maiorum, M-A-J-O-R-U-M. Tout comme dans le monde grec, dans le monde latin, le religieux et le politique sont étroitement liés. On ne connaît pas encore de séparation franche entre les prêtres et les magistrats, par exemple. Un citoyen romain, c'est quelqu'un qui entretient avec sa religion un lien fondé sur l'appartenance à sa cité. C'est en tant qu'il est romain qu'il s'adonne à des cultes publics. Et on peut dire globalement que cette dimension publique prédomine sur la dimension privée de la religion chez les Romains. Pourtant, si ce culte dont je vais vous parler est assez marginal, puisque la religion est plutôt civile, il existe ce culte qui consiste dans un rapport à la sphère privée et en particulier à la sphère familiale. La pratique religieuse privée, qu'on peut appeler aussi culte domestique, comporte plusieurs aspects qui sont tous sous la responsabilité du chef de famille, le fameux pater familias, et ce culte comporte des sacrifices assez réguliers, notamment aux divinités du foyer, aux divinités qui protègent le foyer, le lar familiaris en latin, c'est-à-dire les lares, L-A-R-E-S, l'art symbolisé par une petite statue de cire que l'on enferme dans une niche à l'intérieur d'une partie de la maison qui s'appelle l'atrium, qui est une partie ouverte sur l'extérieur, sur le jardin. Il y a également un culte adressé aux deux pénates. Ce sont les divinités des provisions, puisque le pénus, P-N-U-S, désigne le garde-manger, si bien que donc, on enferme là encore quelques statues dans une niche qui entoure le dieu lard. Ce sont les pénates, terme qui est resté lorsqu'on dit qu'on retrouve ses pénates, c'est-à-dire son chez-soi. À ces pénates, on offre en général des fleurs, parfois on sacrifie un peu de nourriture. La famille rend également un culte au génie du père de famille, c'est-à-dire à ce qui lui a donné son nom, c'est-à-dire ce qui est à l'origine de la gens. La gens, c'est la famille, et le genius est ce qui est à l'origine de la gens. Ce génie familial est représenté par un serpent sur l'autel de la maisonnée, autel A-U-T-E-L, bien sûr, c'est la dimension religieuse de l'autel que j'évoque ici, et chaque vivant, chaque être vivant, a un génie qui veille sur lui. Alors on considérait que les femmes romaines n'avaient pas de génie personnel, elles avaient un génie global, le personnage de Junon veillait sur elles. En revanche, pour les hommes, ils avaient un génie individuel, lequel en général présidait à la fécondité de cet homme. Ce culte essentiellement pratiqué par les familles riches, c'est-à-dire les patriciens qui ont une vieille histoire familiale, qui ont une gens, une famille noble, croient en l'immortalité des âmes, raison de ce culte donc. On voue un culte au premier ancêtre de la famille, de la gens. Par exemple, la gens Julia, J-U-L-I-A,
qui a donné le nom de Jules César. Jules n'est pas un prénom, mais le nom de la gens, de la famille à laquelle appartient Jules César. Jules est son nom et César un attribut politique. La famille de Jules, donc, vénère Vénus. Vénus serait le premier ancêtre de la famille. La mère du personnage d'Énée, Énée, père de Iule, et donc la grand-mère Vénus de Iule, des Jules, c'est Vénus. Cependant, ce rite typiquement romain ne s'en tient pas au culte du premier, le tout premier ancêtre de la famille. Ici, c'était Vénus. Mais accorde également un culte à tous ceux qui sont descendus de cette origine première, c'est-à-dire tous les ancêtres. C'est cela donc que l'on appelle le culte des images des ancêtres, des imagines maiorum. Les historiens latins font état de cette pratique de vénération sur un autel domestique, donc un petit lieu à l'intérieur de la maison, qui était cet autel surmonté de creux dans le mur qu'on appelle des niches, et dans ces niches figuraient des portraits de cire qui avaient été moulés sur le visage mort de chacun des grands membres, plutôt masculins, de la famille. Ce culte se manifestait également lors des moments de funérailles où l'on sortait des niches tous les portraits des ancêtres. Autrement dit, la procession funéraire, qui suivait le corps de l'individu qui venait juste de mourir, était suivie de près par des hommes qui tenaient dans leurs mains les portraits de tous les ancêtres de la famille, si bien que toute la famille accompagnait l'individu dans son long voyage vers la mort. Pour autant, la symbolique de cette exposition des portraits d'ancêtres lors des funérailles est plus grande que l'idée d'accompagner seulement le mort dans son voyage. Les historiens latins ont souvent comparé ce rite des portraits d'ancêtres à la pratique de l'éloge littéraire. Cela peut nous sembler curieux, mais les historiens de l'époque produisaient des éloges. À l'intérieur de leurs textes d'histoire, ils consacraient des pages entières à ce thème assez convenu de l'histoire, et notamment l'historien Polybe, Polybe, historien grec du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui nous indique que cette pratique de l'éloge est assez fréquente à son époque. Faire l'éloge d'un grand homme, d'un homme qui a marqué l'histoire, a une tâche philosophique. Il s'agit de produire auprès des jeunes lecteurs de l'émulation. Grâce à la représentation des grandes actions de cet homme dont on fait l'éloge, ils vont découvrir la grandeur de ce personnage, qui n'est pas simplement cette grandeur réservée aux seuls héros des grands mythes et des grandes épopées célébrées par les poètes. Ils vont comprendre, ces jeunes gens, que eux aussi, les hommes d'aujourd'hui, peuvent être des héros à leur façon. Alors dans des textes en prose, en l'occurrence, puisque ce sont des textes d'histoire, et non des épopées poétiques, comme c'était le cas par exemple chez Homère. Alors pourquoi ce détour par les historiens grecs et leur pratique de l'éloge ? Eh bien parce que les historiens romains, qui eux connaissent ce rituel dont je viens de vous parler, des imagines maiorum, ont établi un lien entre l'éloge, tel que les historiens le pratiquaient en Grèce, et leur propre pratique du rituel des imagines maiorum, et notamment l'historien Salluste, S-A-2-L-U-S-T-E, qui est auteur de la guerre de Jugurtha, J-U-G-U-R-T-H-A, texte publié vers 40 avant Jésus-Christ et qui raconte les événements qui se sont produits en Afrique et à Rome entre 118 et 104. Cet historien romain, donc Salluste, au chapitre 4 de sa guerre de Jugurtha, compare l'émulation suscitée par le récit de l'histoire des grands hommes à celle qui se jouait autrefois à Rome dans le culte des portraits des ancêtres promenés lors des funérailles des grands personnages. Pourquoi autrefois ? Eh bien parce que, au moment où Salluste publie la guerre de Jugurtha, ce culte est en déclin. Pour lui, ce culte du portrait des ancêtres promené lors des funérailles est un culte qui a quasi disparu et dont il a la nostalgie. Il n'est pas le seul à traiter la chose comme étant du passé. Je voudrais vous lire un extrait de l'œuvre de Pline qui décrit la même chose dans l'histoire naturelle, Pline l'Ancien. Je le cite. « Dans les atriums, on exposait un genre d'effigies destinées à être contemplées. Non pas des statues dues à des artistes étrangers, ni des bronzes ou des marbres, mais des masques moulés en cire, qui étaient rangés chacun dans une niche. On avait ainsi des portraits, le terme est imagines en latin,
pour faire cortège au convoi de famille et toujours, quand il mourait quelqu'un, était présente la foule entière de ses parents disparus. Et les branches de l'arbre généalogique couraient en tous sens, avec leurs ramifications linéaires, jusqu'à ces portraits qui étaient peints. On le voit, que ce soit du point de vue de Salluste ou du point de vue de Pline, ce culte est ancien, il est traité comme quelque chose du passé qui s'est perdu, et peut-être à regret. Avant d'expliquer la nature de ce regret, je voudrais revenir sur le mot imago, qui a donné image, et qui donne au pluriel les imagines. Imago désigne donc, en un sens premier visiblement, l'empreinte de cire prise sur le visage du mort. C'est-à-dire un masque mortuaire, un moulage, une image qui ensuite est peinte a posteriori à la ressemblance, plus ou moins stylisée je pense, des individus. Donc ça veut dire que ce masque n'était pas blanc comme l'argile ou rouge comme certaines argiles, mais était peint pour ressembler au visage vivant de l'individu qui venait de mourir. Donc ça veut dire qu'on peignait, je sais pas, le rose aux joues par exemple, et la couleur de l'iris. Cette image en tout cas devait convoquer la personne vivante, rappeler le vécu de la personne décédée. Si bien que lorsque ces Romains observaient chacune des figures contenues dans les niches, quand bien même cette colorisation ne devait pas être fabuleuse et ressemblait un peu à notre manière autrefois de coloriser des films en noir et blanc, eh bien elle devait au moins avoir cette vertu, cette colorisation, de rappeler le vécu du sujet qui était décédé, et donc de rappeler que derrière ce masque inerte, il y avait un vécu, il y avait des actes, des faits, peut-être même des faits qui relevaient d'exploits, de hauts faits. Des faits admirables, un vécu dont il fallait pouvoir s'inspirer. Or précisément, si l'on se réfère à l'étymologie, à la racine indo-européenne, qui donc constitue le mot image et qui est AIM, selon notamment le dictionnaire des racines indo-européennes de Calvert-Watkins, W-A-T-K-I-N-S. AIM est à l'origine de plusieurs mots dans notre langue française, issue elle-même à ce niveau du latin. Le mot image, bien évidemment, celui qui nous intéresse en propre, mais aussi imiter, l'imitation, qui vient de AIM aussi, et également, un peu plus curieux, émule, qui en latin se dit aemulus, donc le AIM aurait muté en AEM, et l'émule va désigner le rival, celui que l'on jalouse, mais celui aussi que l'on cherche à imiter. Les Romains étaient si attachés à faire des émules qu'ils ont transformé cet adjectif en un prénom, Aemilius, qui est notre Émile, avec son versant féminin, Émilie, qui a donné d'ailleurs le nom d'une région en Italie, l'Émilie, puisque c'était le nom du consul qui lui a donné son prénom. Il s'appelait Marcus Aemilius Lepidus, donc son deuxième nom était Émile. Il y a donc un lien étymologique direct entre le concept d'image et le concept d'émulation. Et c'est ce lien qui apparaît dans le rituel des Imagines Maiorum. Lorsque je suis face au portrait de mes aïeux, de mes ancêtres, je sens en moi le désir de rivaliser, de grandeur avec eux, de ne pas faire déchoir le nom de ma gens, de ma famille, et pour cela d'être à la hauteur de ces portraits, d'être à la hauteur de ces images. L'historien Polybe, dans son ouvrage Histoire au pluriel, au livre 6, paragraphe 53, insiste sur la nécessaire ressemblance entre les portraits d'ancêtres et les ancêtres en question. Je vous lis l'extrait de ce paragraphe 53. Ensuite, après qu'on a enseveli le corps en observant le rituel établi, on place son portrait à l'endroit le plus en vue de la maison, dans une sorte de tabernacle en bois. Ce portrait est un masque reproduisant avec une très grande ressemblance les traits et l'allure générale des disparus. On pourrait se demander pourquoi cette ressemblance est nécessaire. Même si, bien évidemment, je vous l'ai dit, la colorisation est peut-être maladroite, étant donné que le portrait a été fait sur le visage même, c'est-à-dire moulé sur le visage même du sujet qui était décédé, il ne peut que très grandement ressembler à son original. C'est une évidence. Et à un original qui est un homme mûr, on ne meurt pas forcément très vieux lorsqu'on appartient au monde romain, mais enfin on peut estimer que, étant donné que ce portrait d'ancêtre a été moulé sur l'individu au dernier âge, eh bien cet âge avancé incarne toute l'expérience que ce sujet a pu avoir, a pu acquérir, cumuler durant toute sa vie.
Ce qui est important aussi à travers l'idée de la ressemblance, c'est que ce sont des traits individuels. Autrement dit, cette éthique romaine, elle incite chaque individu à faire sa part, à gagner ses galons, à donner à un nom de famille une importance qui est tributaire du prénom, se faire un prénom pour que le nom soit valorisé. Cette dimension d'émulation, elle apparaît notamment donc dans l'ouvrage de Salluste, La guerre de Jugurtha, dont je voudrais vous lire encore un magnifique extrait. J'ai souvent entendu conter que Maximus et Scipion, et tant d'hommes illustres de notre cité, allaient répétant que la vue des portraits de leurs ancêtres enflammait leur cœur d'un ardent amour de la patrie. Ce n'est pas sans doute que cette cire, ces images eussent en soi un pareil pouvoir, mais au souvenir des exploits accomplis, une flamme s'allumait dans le cœur de ces grands hommes, qui ne s'éteignaient qu'au jour où leur mérite avait atteint même éclat, même gloire. Salluste ici, on le voit, articule d'emblée les deux sens du mot « aim » qui a donné « imago » et qui a donné « émulation », puisque ce feu ardent que ressentent Maximus et Scipion dans leur cœur est bien ce que l'on appelle l'émulation, une forme d'envie de rivaliser avec les plus grands. Ce qui peut être intéressant à commenter dans cette formule de Salluste, c'est lorsqu'il nous dit que ce n'est pas sans doute que cette cire, ces images, eussent en soi un pareil pouvoir. Par cette formule, Salluste prend ses distances par rapport à la représentation d'images qui seraient magiques, qui auraient en elles-mêmes un pouvoir. Il s'agit simplement de se remémorer les individus qui, derrière ces visages, ont bien existé. L'imago ici n'est pas l'image de soi pour soi, comme pourrait l'être la photographie que l'on prend de son vivant, que l'on donne à droite et à gauche, le selfie aussi que l'on fait de soi. L'empreinte est prise après la mort, donc la destination n'est pas du tout soi-même, mais l'autre. Cette image de soi ne sert pas à soi, elle sert à l'autre. Parce que cette image, c'est l'ombre d'un vivant prise dans de la cire, l'ombre d'un vivant qui a travaillé toute sa vie à cette image qu'il laisse à sa mort. C'est pourquoi cette image est celle d'un être qui a compté dans l'histoire et qui reste pour autrui un modèle à suivre, à imiter. Image, émule, imiter, vous retrouvez là le trio de signification de cette racine indo-européenne aïm. Revenons donc à ce sentiment de regret, de nostalgie qui était exprimé par Pline ou Salluste. Il disait que c'était autrefois que l'on pratiquait ce rituel, on ne le pratique plus au moment où il s'exprime. Ils en ont peut-être la nostalgie parce que lorsqu'on sortait les vieux portraits des ancêtres, eh bien on se rappelait qu'on n'était pas si fort, qu'on n'était pas si puissant et qu'on avait encore beaucoup de chemin à parcourir pour devenir un héros soi-même. Or, libéré de ce rituel des portraits des ancêtres, chaque individu est pris par l'orgueil de sa propre vie, de sa propre existence, et se croit précisément glorieux parce qu'il ne compare plus sa gloire avec ses prédécesseurs, avec celle de ses aïeux. En tant qu'historien, Salluste, Polybe sont attachés à cette idée de regarder vers le passé et de comparer toujours le présent à ce passé. Alors certes, ce passé a peut-être été divinisé, ou héroïsé, en tout cas peut-être idéalisé. Mais il est au moins présent. Il est un point de comparaison pour le présent. Et s'il n'est pas de point de comparaison pour l'action présente, cette action présente ne peut que moralement stagner ou peut-être même régresser. Alors pourquoi nous-mêmes mettons-nous parfois des portraits de nos ancêtres dans nos intérieurs ? Est-ce pour simplement maintenir le souvenir vivant ? Ou pour nous rappeler que notre individualité est en construction et que nous ne sommes pas tout, nous qui sommes présents, vivants. L'image, il est vrai, n'est que le support d'un vécu. Elle n'est pas aimée en tant qu'image, elle n'est pas l'objet réel du rituel, puisque le rituel finalement porte par l'intermédiaire de ce moyen imagé sur le vécu de nos ancêtres. Alors si le portrait de Papy nous rappelle qu'il a été un fiefé salaud, si au contraire il nous rappelle qu'il a été un héros, dans les deux cas, il est un point de comparaison. Cette image a un effet qui pourrait être d'émulation. Je ferai mieux que mon ancêtre, ou je ferai aussi bien, voire mieux,
que mon ancêtre. Voilà qui est un bon moyen d'utiliser l'image pour se constituer, non pas en tant qu'image sociale soi-même, mais en tant qu'être, en tant qu'humain. Car un seul être humain peut très bien, niant le passé, étant dans un refus de le considérer, annuler à lui seul tous les progrès qui ont été accomplis par ses ancêtres. Cette analyse s'achève, je vous remercie de l'avoir écoutée. Si vous aimez ce travail, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le soutenir avec un petit pouce en l'air. Je vous dis à très vite pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi.